aujourd'hui, on va voir un petit peu le reste de la carte sur l'UFC 280. Ce qui est quand même ouf, d'ailleurs, juste de le dire, c'est il y a tellement de combats stylés qu'on peut en faire autant de podcasts et ça fait vraiment plaisir. Autant de podcasts où on peut aller vraiment en profondeur. Mhm. Et là, on va aujourd'hui voir, donc on a vu main event, co-main event, le troisième combat. Maintenant, on va s'intéresser à trois autres combats qui sont majeurs dans leurs catégories respectives, qui sont techniquement très intéressants et bah, qui passent après toutes les têtes d'affiche qu'on a vues. Alors, on va commencer par Cocorico Manon Fiorot, parce que quand même, Soit. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. donc Manon Fiorot qui, alors il y a eu pas mal de péripéties, elle était d'abord effectivement censée affronter Chookagian, puis Chookagian, je crois, s'est retiré, qui a été remplacé par Andrade, qui s'est retiré, qui a été remise par Chookagian, et là c'est Manon qui s'est blessée au pied, donc elle n'a pas pu faire l'UFC Paris, donc elle a été remplacée, et donc bah là on retourne sur le combat qui était le combat prévu initialement contre Kathleen Chookagian, qui est très bien classée, et je crois qu'elle est numéro 10, voilà, apparemment. Moi, ça me semble. Non, non, Ah non, 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 non. non, Ah oui, elle est numéro 10 au classement pound for pound des c'est femmes, ça. mais elle est numéro 1 au classement flyweight. Oui, voilà, ça me rassure. Ouais, ça me semble logique. Ouais, parce que sinon, ça n'aurait pas eu de sens. Et donc, effectivement, bah, d'ailleurs, c'est là tout l'attrait de ce combat pour Manon. Mhm. C'est que bah, tu vas nous parler du style, comment est-ce que les deux styles se rencontrent, mais bah, surtout, si elle gagne, elle a pris la numéro 1. Et là, bon, le chemin vers le titre, normalement, c'est balayé, c'est expulsé et c'est direction Shevchenko, quoi. C'est clair. Comment est-ce que tu vois ce combat? Comment est-ce que tu analyses les choses? Alors, moi, j'étais plutôt content quand l'annonce était faite pour Chookagian que pour Andrade. D'un point de vue préparation à la championne, je trouve que c'est une meilleure. Ça va nous donner de meilleurs indicateurs par rapport à comment ça pourrait se passer face à Valentina, même si, voilà, il faut pas trop les comparer non plus. Mais il y a Ouais, plus de similitudes entre Chookagian et Valentina qu'il n'y a entre Andrade et Valentina. Donc, c'est un chouette combat de préparation. Ça va permettre à Manon de bien s'exprimer dans un combat où clairement Chookagian, elle perd jamais dans des dynamiques de combat contrôlées. Manon est quelqu'un qui aime bien contrôler aussi le rythme et et la direction du combat. Et là, je pense qu'elle va devoir peut-être un peu sortir de sa zone parce que je pense qu'elle en est capable et pour se mettre le plus de chance de son côté, elle va devoir essayer de créer un peu un volume de jeu plus important que ce que Chookagian n'en a l'habitude. Moi, la première note que j'avais pris, c'est que Manon Fiorot, en termes de volume debout, elle va toucher son adversaire 6,6 fois à la minute. Son adversaire, Chookagian, c'est 4,56. Donc ça paraît peu comme différence, ça reste une différence de 44%. Donc on a une Manon qui est plus habituée à un haut volume de jeu que Chookagian. Et donc elle doit savoir et elle doit chercher à imposer un volume de jeu auquel Chookagian n'est pas habitué. Donc ça, c'est ma première analyse. Maintenant, on va reprendre peut-être la structure qu'on fait ouais, depuis le début. C'est vraiment qui est Chookagian, qui est Manon, et puis comment ça match. Ici, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que Kathleen Chookagian, pardon, c'est une combattante à distance. À distance. C'est quelqu'un qui aime bien être au kicking range. Elle est longue, ouais. elle est élancée et elle travaille bien. C'est quelqu'un qui sait gérer la distance, qui sait gérer un combat, ce qui est rare dans le MMA féminin. J'en parle souvent, le MMA féminin est pour moi encore en pleine évolution, mais il n'y a encore aucune profondeur dans aucune division. Je l'avais dit quand Ouais. Manon était en train de faire son ascension, qu'elle le ferait très rapidement parce que c'est une des rares combattantes féminines à savoir gérer un combat. Et c'est ça qui fait toute la différence par rapport à toutes les autres qui ont de très bonnes compétences techniques, mais qui ont aucune idée de comment gérer l'espace, comment gérer la distance, comment changer la direction du combat. Euh, donc, Chukagian, elle est capable de gérer un rythme lent, d'imposer un rythme lent, et elle est capable de contrôler une distance
lointaine. Elle est un peu plus mise en difficulté quand on a une adversaire qui la force, qui force l'action. Andrade l'avait fait contre elle, ou qui change de direction. Elle a eu un peu de mal contre Ribas dernièrement, et elle a eu beaucoup de mal contre Valentina, qui n'a pas cherché vraiment à striker contre elle. Elle a imposé son judo, et puis au sol, c'était le début de la fin pour elle. Donc, c'est plutôt bon pour Manon, parce que on sait quel profil on a face à elle. Et puis, on va dire, Kathleen, elle est dangereuse à la décision, mais elle met pas de KO. Elle appuie. Je sais pas comment expliquer. Elle pousse ses frappes. C'est pas quelqu'un qui a des frappes sèches comme Manon, Ouais, justement. C'est quelqu'un qui allonge et qui pousse. T'as l'impression que quand tu reçois sa frappe, c'est ouais. des push kicks avec son jab ou avec son direct. Et quand tu sais ça, tu dois être capable de te dire, OK, c'est pas grave si j'encaisse un coup, si j'arrive à en remettre derrière aussi. Donc, il faut rentrer dans ce combat avec un certain mindset, un mindset agressif, parce que c'est ça qui pose problème à Chukagian. Et c'est ça qui est parfait, c'est que bah, le mindset agressif, elle l'a, mais elle l'a salement Manon. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est que c'est vrai que stylistiquement, alors personnellement, et au vu de l'analyse que tu viens de faire, c'est vrai que bah, j'aurais tendance à me dire que c'est plutôt bon pour Manon, effectivement, parce que là, même si c'est la numéro un, c'est vrai que, bah voilà, comme on dit tout le temps, c'est vraiment les styles qui font les combats. Même si ça nous permettra peut-être pas d'en apprendre beaucoup plus sur un combat potentiel contre Valentina, en Mhm. tout cas, bah, je pense qu'elle devrait réussir à s'en sortir. Et voilà, notamment grâce à son agressivité, on sait que elle-même est une vraie guerrière, c'est une vraie combattante et qu'elle aime avancer, elle aime aller chercher l'adversaire. En plus, même, elle a dans son coin bah, Aldric, qui lui aussi est vraiment, enfin, il aime pousser des game plans où elle va chercher et où C'est ça. il embrasse vraiment le style de Manon et c'est pour ça que c'est parfait. Et ben, c'est vrai que je ne sais pas où est-ce qu'elle voudra aller, Manon, parce que j'aurais tendance à me dire aussi qu'elle aura peut-être envie d'aller au sol. On Mhm. a vu qu'elle n'a pas peur d'aller au sol contre qui que ce soit. On a vu qu'elle avait des bons takedowns et des bons changements de niveau. Et elle fait partie de ces rares filles, justement, qui sont capables, tu l'as dit, d'amener le combat où elle veut et de contrôler, gérer un combat. Mais en plus, elle est aussi dangereuse au sol qu'elle ne l'est debout. Et ça, franchement, je pense qu'elle peut nous surprendre là-dessus et faire très mal. Ouais, elle est très complète. Elle a une prédominance en pied-point. Je dirais pas spécialement par choix. C'est tout simplement parce que quand elle rentre dans la cage, généralement, elle est meilleure que son adversaire debout. Alors, à Hmm. quoi bon utiliser beaucoup d'énergie pour amener au sol si tu es déjà très à l'aise debout face à ton adversaire. Et les moments où elle va au sol, c'est plus contextuel ou dans la situation si son adversaire vient casser la distance. Avant son entrée à l'UFC, ça a été le cas avec Corinne Laframboise. Elle a Ouais. amené au sol, c'était plus des situations, enfin c'était dans la circonstance, c'est au corps à corps. Elle a un très très bon judo. Et quand tu as un très bon judo, quand tu sens un peu que tu peux contrebalancer quelque chose, bah elle va taper un beau à Raigoshi, je pense qu'elle en a placé aussi déjà à l'UFC, et ça lui permet d'amener au sol, et effectivement, elle a un très bon contrôle, elle a une certaine violence, un peu ce côté vicieux aussi quand c'est Ouais, qu'on au niveau adore. ground and pound. Je sais pas, il y a un truc chez les Français là. Ouais, ouais, Et, ouais. euh, et donc, ouais, effectivement, je pense qu'on la voit comme une strikeuse avec un peu ce style karaté, gestion de distance, gestion du rythme, capacité de blitzer, ce qui est très rare chez les femmes aussi, et ce qui est très intéressant justement pour la gestion de la distance et pour pouvoir la casser, pour amener au sol si nécessaire. Euh, et puis, ouais, enfin, voilà, c'est une athlète très complète. On ne l'a jamais vue en difficulté dans un aspect du jeu. Et on l'a vu tout le temps contrôler le combat parce qu'elle est capable de décider de la distance, décider de l'intensité et du rythme, ou décider de la direction. Donc si ça reste debout ou si ça va au sol. Et c'est ça qui a fait une totale ascension. Moi, enfin, j'avais fait une vidéo avant son premier combat à l'UFC. J'avais déjà fait son éloge et j'avais prédit, voilà, sans me jeter des fleurs, que elle allait avoir une ascension jusqu'au titre, normalement sans trop de difficultés, en tout cas jusqu'au top 3 sans trop de difficultés, et elle y est. Maintenant, voilà, c'est le combat qui l'a fait allez, sécuriser sa place dans le top 3 et même sécuriser son combat pour le titre après. Le seul point négatif parce que voilà, il faut toujours, Ouais, bien tu peux sûr, faire une éloge, mais il y a contrebalancer. toujours des Ouais. points négatifs. Le seul point négatif, c'est que j'ai l'impression de temps en temps, il y a peut-être un manque de lucidité dans la cage, que sur des fractions de secondes, elle va trop vouloir faire quelque chose et c'est peut-être pas le bon moment. Et donc, c'est pas dans le premier round, mais c'est quand la fatigue commence à s'installer ou qu'un manque de patience commence à arriver et qu'elle veut à tout prix finaliser. De temps en temps, il faut aussi savoir se dire, OK, là, je suis en contrôle du combat, je reste en contrôle du combat. Si le finish ne vient pas, c'est pas trop grave. Elle arrive justement à ce moment où
elle gagne ce combat, elle doit avoir le title shot, elle doit pas. C'est mieux de faire une énorme performance. Et face à Chukagan, ça doit être ton game plan de faire une performance parce que c'est Ouais. là où tu mets le plus de chances de ton côté. Mais de l'autre côté, il faut la faire avec un maximum de lucidité parce qu'à ce niveau-là, une demi-erreur se paye très, très cher, même si on pourrait dire Chukagan, c'est pas spécialement la combattante opportuniste. Voilà, à ce niveau-là, tu dois t'entraîner aussi à faire face à Valentina et tu dois faire un combat parfait. Si tu fais pas un combat parfait, c'est un mauvais indicateur parce que si tu rentres dans la cage contre Shevchenko et que tu fais une erreur, ben Ouais. là, ton combat est fini normalement. Et puis en plus, j'ai envie de dire, là, même si je la vois gagnante et j'espère que ça se passera au mieux, mais j'ai envie de dire aussi, c'est pas qu'il faut qu'elle fasse une performance spectaculaire, mais c'est que là, son dernier combat contre Jennifer Maia, elle l'a dominé totalement, il n'y a eu aucun problème. Mais c'est vrai que je me dis, là, c'est maintenant qu'il faudrait faire une performance où on se dit, ah oui, là, il y a un degré de contrôle et de violence qui font que toutes les meufs de la division sont en mode, oula, ah oui, d'accord, en Ouais, fait, ok, on n'avait pas pris en compte le fait que, ok, elle gagne, mais par contre, si elle veut, elle détruit, en fait. Et que ce soit un pour promouvoir, si elle gagne et que tout se c'est passe ça. bien, le combat contre Shevchenko, et deux pour vraiment marquer effectivement les esprits. Je pense que au-delà même de gagner, il faudrait qu'elle gagne avec la manière là. C'est clair. En fait, on a euh, la façon dont Shevchenko a détruit Chukagian. Tu dois aussi détruire Chukagian pour un peu vendre ce combat Ouais, et que les fans se ouais, disent, ouh, il y a quelque chose à jouer. En plus, là, Valentina, elle sort d'un combat très difficile où on ouais. l'a vu vulnérable. Donc, clairement, son prochain combat va intéresser davantage parce que les gens vont se dire, OK, il y a peut-être moyen que la championne ultra dominante perde. Et donc, si tu t'imposes avec vraiment la manière, tu mets les chances de ton côté de faire un gros pay-per-view et d'intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans et de te mettre aussi en avant sur la scène par rapport au reste de la division. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que Chukagen aussi, c'est quelqu'un qui initie beaucoup. Elle avance, elle engage. Si tu engages contre elle, elle aime bien avoir de l'espace derrière elle pour reculer en ligne. Valentina avait très très bien lu ça. Elle envoyait une, deux frappes en anglaise. Elle finissait sur un low kick qui touchait Ouais. tout le temps parce qu'elle savait qu'elle pouvait aller la chercher. Donc là-dessus, Manon est capable de le faire. Et je pense qu'elle doit pas avoir peur de contrer. Ça, c'est un truc, Manon est capable de contrer. Elle le montre pas C'est vrai qu'on le énormément. Elle voit pas trop, préfère, ouais. Mm. voilà, elle préfère être celle qui initie l'action. Et face à une Chukagen, il faut chercher le contre de temps en temps parce qu'en plus, elle peut se permettre de pas avoir peur que Chukagen, allez, quand Chukagen avance, si tu cherches à contrer, il risque d'y avoir une collision. Normalement, c'est Manon qui, au clinch, aura l'avantage. Que ce soit au clinch debout, style Muay Thai, ou sur les amener au sol. Chukagen, on l'a vu que elle perd un peu ses moyens au clinch. Elle va chercher le underhook. Et comme elle est concentrée sur le underhook, elle n'est pas concentrée sur sa balance et elle se fait retourner par Amanda Ribas de cette manière. Donc, je pense que le judo opportuniste, je relance ma cam, Mm. le judo opportuniste, ça doit faire partie du game plan intégral de Manon. Être agressive, mettre la pression et chercher le contre. C'est vraiment toute cette panoplie qui fera un gros, enfin pas spécialement une victoire, mais un succès et une performance pour Manon. Eh ben voilà. Je pense qu'on est complet sur Manon et donc c'est vrai qu'en résumé, on s'attend à. Elle a tellement montré de belles choses qu'on s'attend à une grosse performance de sa part et on la souhaite pour marquer les esprits justement. Et ensuite, pourquoi pas, on va pas se mettre le mauvais œil, mais du coup ensuite aller voir Valentina et lui demander des nouvelles du pays. Bah en fait, ouais, il y a que deux options pour Valentina. C'est soit la vainqueur de ce combat, et c'est difficile d'avoir un argument pour Chukagian, tellement après le Bah premier ouais, combat, on se dit qu'est-ce que Chukagian peut lui proposer. ouais, Donc Chukagian, elle doit vraiment venir aussi mettre une grosse performance pour changer les esprits des gens et dire, OK, elle a changé, donc avec ces changements, elle peut inquiéter. Et l'autre option, ce serait Taylor Santos, un rematch, puisque ça a été un combat très ah, compliqué c'est pour vrai, ouais, Valentina. c'est vrai. C'est voilà, je pense que ici dans ce combat, l'UFC est en train d'attendre. Il y a une grosse performance, Ouais, on met la vainqueur. Il n'y a pas une grosse performance, on a le rematch avec Taylor Santos. ouais, Parce et que je dis pas de ça. bêtises, hein, Taylor Santos, elle a rien de prévu là, hein. Ouais, non, non, je crois pas, Ok. effectivement. Bah, le problème, c'est qu'elle était cassée de partout, je crois, après son combat. Donc, c'est peut-être ça qui va prendre du temps. Ouais. Mais ouais, ça me rappelle beaucoup la situation, tu sais, qu'il y avait eu avec Cyril. Et je crois que c'était son combat après soit Rosenstruck, soit Volkov, où en gros, tu sentais que l'UFC attendait de voir
Mhm. grosse performance, et si grosse performance il y avait, il mettait pour le title shot, et il n'y avait pas eu cette performance, et du coup, ils avaient rajouté, et donc je crois que c'était après Rosenstruik, et donc ils avaient rajouté Volkov. Je crois que... Marketing. Encore une Ouais, fois, il n'y a pas ah, que le sport à l'UFC, ça reste un business et tu dois mettre le marketing. Donc, soit tu fais, comme certains ont fait à l'époque, John Fitch, qui n'était pas impressionnant, il a dû ouais, enchaîner 10 victoires pour avoir sa revanche contre Georges Saint-Pierre, ou en tout cas son deuxième title shot. Voilà. Mais si tu es performant, tu montes un peu plus vite parce qu'il y a ce côté marketing, il y a ce côté, OK, on est capable de, de, de faire croire au public, ici ce serait pas faire croire, c'est pas le bon mot, mais en tout cas de mettre le public dans l'ambiance. OK, elle est ultra dominante, Shevchenko, mais elle peut se faire avoir par ça, ouais, ça, ça, ça. Comme ils l'avaient fait pour, comment elle s'appelle? Andrade. Andrade, ils ont vendu l'agressivité d'Andrade pour ouais, inquiéter Shevchenko, et au final, elle a pas ouais, inquiété du tout. ouais, non, c'est clair, c'est clair. Eh ben, parfait pour Manon. Alors, là, je te propose de passer sur un deuxième combat. Et là, je sais que de toute façon, tu vas te pisser dans l'œil. Et comme nous tous, c'est bien évidemment Gamrot versus Dariush. Ça, si c'est pas un cadeau, ça, pour les Ah, fans. putain. Ça, franchement, c'est dommage qu'il soit pas bien mis en avant. Ouais, Mais je comprends aussi l'UFC. On a un Gamrot qui qui est très connu en Europe, mais qui a pas encore beaucoup de fanbase aux États-Unis, là où il y a le gros public. Et on a Dariush, qui est peut-être la personnalité la plus plate, ou ouais. une des personnalités les plus Avec plates Islam à Makhachev, l'UFC. peut-être, ouais. Oui, enfin voilà, ça fait partie de Ben, après, Islam, même s'il a une personnalité plate, il a un peu sa fanbase héritée Ouais, de de Khabib, Khabib c'est vrai, c'est vrai. et tout ce Ouais. qui s'ensuit. Dariush, il a rien. Quand tu fais un La embedded R. sur lui, le gars, je crois qu'il propose à la production, ouais, je vais aller me promener avec ma femme. Ben, C'est terrible, ouais. le mec s'en fout. Ça paraît bête, mais c'est un détail. Ah non, mais Je c'est suis pas important de très ouf. attentif à ça, mais Ouais. le mec, c'est un des rares combattants qui va pas chez le coiffeur avant de combattre. Il s'en fout de ce à quoi il ressemble. Ouais, Bon, Volkanovski non plus, parce qu'il a pas de cheveux, donc il a pas besoin d'y aller. Mais tu vois, il y a beaucoup d'athlètes qui ouais. arrivent, ils sont présentables, ils aiment bien un peu bien s'habiller pour les conférences de presse et tout ce qui s'ensuit. Et Dariush, il vient, il kiffe combattre, il nous offre des perles dans la cage, mais tout le monde s'en fout malheureusement, parce que les gens sont un peu fans quand même d'histoire, de Bien personnalité et tout ce sûr. qui s'ensuit. Donc le combat passe un peu en dessous du radar, mais damn, que c'est du caviar, hein, pour les fans. Oh purée, en fait, je pense que on peut résumer les deux combattants, parce que là, les deux sont un peu sous le même modèle, dans le sens, enfin, tu vas voir ce que je veux dire, dans le sens très général de, ils comprennent le MMA, ils l'ont dans le sang, en fait. Mhm. C'est pas des combattants qui vont segmenter trop le MMA, ils voient ça comme une seule et même discipline, et en fait, même si ça paraît con de le dire, c'est finalement assez rare. C'est-à-dire Mhm. qu'ils sont tous les deux bons partout. Je pense qu'on peut dire que ouais, voilà, ils sont bons au sol, ils sont dangereux debout. Gamrot alors peut-être plus Gamrot, il a des transitions et des manières de trouver son timing pour les takedowns, de les placer soit proactif ou réactif, de faire des scrambles de malade. Et Dariush, même s'il a peut-être moins une emphase sur le changement de niveau et les transitions, il l'a aussi. Et Mhm. les deux sont capables d'une manière ultra fluide, d'aller de l'un à l'autre, à l'un au sol, à la lutte, au debout, etc. Et d'être dangereux partout et d'être rapide dans la prise de décision, ce qui fait que tu as l'impression parfois de mouvement continu, alors que ça passe à différentes phases du combat dans leur rencontre. Et c'est J'ai pour bien ça que aimé moi, ton signe comme ça, parce que ça me fait penser à de la musique, et clairement, c'est deux gars qui mettent en musique le MMA. ouais. Ouais, franchement, c'est ça. Moi, j'avais fini mon espèce de monologue de fanboy. Donc, franchement, si tu veux, je te laisse parce que je sais, là, pour les fans hardcore, parce que c'est vrai que c'est plutôt un combat pour les fans hardcore, Mhm. c'est vraiment purement de la performance sportive, effectivement, mais c'est ce qui se fait à plus haute fréquence en termes de prise de décision du MMA, quoi. Ouais, là, franchement, c'est d'un point de vue style, il est magnifique ce combat. Il fait beaucoup de sens au niveau du ranking. Il y a le combat pour le titre sur la même carte, donc tu sais aussi créer une histoire Ouais, là-dessus, justement, puisque Dariush, c'est difficile de créer une histoire avec lui. Tu pourrais encore créer une histoire sur, ouais, il devait combattre Makhachev, etc., etc. Donc, d'un côté, on a Dariush, très expérimenté à l'UFC. Il a eu un peu une période Raphaël dos Anjos comme ça, où tu le connaissais pas trop en début de ouais, carrière UFC, un peu comme Charles Oliveira aussi, hein. Tu savais qui c'était, mais tu le voyais pas comme un futur potentiel contender. Et puis, à un moment, voilà, son jeu
c'est bien mis ensemble. Et puis là, il a commencé à faire des grosses performances. Je crois que pour sa dernière défaite, il faut remonter à 2018, quelque chose comme ça. Il est sur peut-être 5 victoires d'affilée. Euh, Tu vois que physiquement, il est fort. Physiquement, quand tu regardes, c'est un peu comme 7 victoires d'affilée. Abdouragimov. Tu vois son biceps et son avant-bras, c'est la prolongation. Ouais. Donc clairement, tu sais que le gars, C'est un tuyau. il te serre la main, ça casse ta main. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais serré la main à Gamrot quand je l'avais vu au KSW, parce qu'un de mes athlètes avait battu un de ses partenaires d'entraînement. Allez! Et quand tu serres la main à Gamrot, tu fais Ah, Ouais, d'accord, c'est mec. lui qui te serre la main, c'est pas toi qui lui serre la main. Ouais, non, c'est clair, tu te l'as fait écraser. Donc, Dariush, tu sens qu'il est physiquement fort, et c'est bien parce que Gamrot, tu sais qu'il est physiquement fort aussi. Dariush, bah, par son expérience, c'est non seulement un produit fini, parce qu'il est complet, mais en plus, c'est un produit peaufiné. Donc, tout, tout fait sens. Tout ce qu'il fait est logique dans la cage. Défensivement, il est ultra responsable. C'est difficile de trouver une vraie ouverture contre lui. Et en plus de ça, il a un bon menton. Donc, la dernière fois qu'on a trouvé des bonnes frappes contre lui, c'était comment il s'appelle, où il a fait un comeback. C'est pas Eric Anders? Non, Drakar Drakkar Klose, ouais. Klose. Ah Ouais, oui, c'est ouais, vrai, oh ce comeback, putain. guerre, hein. Une guerre. Donc il faut y aller. Pour trouver l'ouverture, il faut y aller. Mais même si tu trouves l'ouverture, il y a encore un gros menton derrière et il faut savoir le finaliser. Il est intelligent de dingue. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Il varie les trajectoires, il lit le jeu. Et alors, le mec, il a fait un DVD. Tu vois, il y a plein d'athlètes qui font des DVD Quel sur genre de DVD, Chris? le single leg, etc. Eh ben, il a choisi de faire un DVD sur le underhook. Le mec, il se dit, OK, moi, on me propose de What? faire un DVD. Je choisis. Mon thème, c'est le underhook. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de le regarder. Je l'ai sur mon ordinateur. J'ai trop hâte de pouvoir le voir. Mais ça montre que le gars il va chercher loin. Et c'est vrai que quand tu regardes ses combats, il a une très très bonne compétence pour chercher les underhooks. Et une fois qu'il les a, il a tout pour amener au sol. Une fois qu'il a le body lock, c'est fini. Il l'avait montré contre Tony Ferguson. C'est incroyable. Alors, son petit défaut, il a un excellent sol. C'est vraiment une très très bonne ceinture noire. Mais là, j'ai regardé 5-6 de ses combats d'affilée. Il veut toujours passer à gauche. Et c'est un classique. Quand tu fermes un triangle à l'entraînement et que tu drilles ça, tu vas toujours fermer du même côté. Et puis c'est ton coach qui doit dire, ouais, entraîne aussi de l'autre côté, parce que dans la situation d'un combat, il faut savoir le faire des deux côtés. Et tu sens que Dariush, il a cette tendance à tout le temps vouloir passer vers la gauche. Et je Ok. pense que Gamrot a cette intelligence pour l'avoir vu. Et donc, quand tu as quelqu'un qui est plus fort à gauche, tu vas complètement bloquer le côté gauche. Tu vas le forcer à essayer de passer à droite. Et le peu de fois où il essaye de passer à droite, notamment contre CDF, CDF trouve toujours une façon de se relever ou de créer un scramble. Donc, c'est très intéressant. C'est un petit détail, mais à ce niveau-là, les mecs, ils vont dans ce genre d'analyse. Donc voilà, pour Dariush, tu as quelqu'un qui frappe fort, tu as quelqu'un qui est complet, tout fait sens, il sait quand attaquer quoi. Il est intelligent, il a cette expérience dans la cage. Donc voilà, c'est quelqu'un qui offre des performances à la fois chouettes à regarder parce que techniquement c'est au top, assez excitantes, même si on pourrait dire contre Tony Ferguson, il était un peu trop dans le contrôle. Mais en même temps, voilà, à ce moment-là, Tony Ferguson, tu devais le contrôler pour gagner. Donc il a choisi la bonne voie. Et finalement, ce qu'il était capable de faire au sol contre Ferguson, c'était aussi c'était très beau. Ferguson, c'est Tennis Ouais. Planet. Il faut savoir contrôler les mecs qui viennent de là. C'est des très, très bons scramblers. Et justement, Gamrot, pour moi, le mot qui lui correspond le mieux dans la lutte, c'est scramble, que ce soit Ouais. offensif ou défensif. On entend souvent les scrambles défensifs. Voilà, tu te fais amener au sol, boum, tu crées du mouvement pour t'en sortir. Gamrot, il a cette faculté d'anticiper les mouvements défensifs de ses adversaires pour se créer des ouvertures. Ce que j'entends par là, c'est il va partir sur une single leg et au lieu de la compléter en restant bien collé, il va au moment lâcher un peu pour créer du mouvement chez son adversaire pour aller chercher le dos. Il avait super bien fait contre Jeremy Stephens, je pense, et il l'a fait dans beaucoup de ses combats. Et donc, il a vraiment cet intellect qui est difficile pour ces athlètes parce que quand toi tu t'entraînes, bah, tes partenaires d'entraînement ils vont chercher l'amener au sol et ils te collent puis ils chaînent et Ouais, ils font le chemin il y a classique, jamais quoi. quelqu'un qui te lâche et puis tu sais quand quelqu'un te lâche tu fais bah ok je sors et en fait comme tu dis je sors tu prends la sortie qu'on te laisse et Gamrot va l'anticiper et c'est là que tout est magnifique chez Gamrot quand il anticipe ce genre de choses. Il a une très très bonne chaîne en lutte et puis debout c'est un jeu posé. C'est un jeu posé, il feinte, il envoie beaucoup d'informations, il change de niveau. Il a une bonne gestion de la distance, il vient chercher ses single attaques et enfin voilà, il envoie beaucoup d'informations. C'est difficile Quand tu es face à Gamrot, tu te dis, ok, les amener au sol, c'est compliqué.
Et il peut surprendre justement en feintant les amener au sol, en feintant un peu son jab, et puis il y a un gros overhand qui va venir. Il l'avait fait contre Diego Ferreira. C'était super bien passé. Et contre Diego Ferreira aussi, il y a eu beaucoup de moments où il crée un scramble offensivement pour lui, ce qui lui permet de prendre une meilleure position. Et face à Diego Ferreira, il faut y aller pour faire ça. Donc franchement, c'est un niveau de dingue. Ouais, donc ça, j'avais écrit, c'est très intéressant. Donc, Gamrot, pour moi, c'est un grappleur ultra complet. Ce que j'entends par là, je vais prendre juste striker, parce qu'on en avait déjà parlé quand on parlait d'Adesanya. Un striker complet, c'est quelqu'un qui s'est initié, c'est quelqu'un qui s'est contré de manière synchronisée, quelqu'un qui s'est contré de manière asynchrone ou délayée, c'est quelqu'un qui s'est feinté, c'est quelqu'un qui sait se déplacer, c'est quelqu'un qui sait envoyer des single attaques, des combinaisons. Voilà, c'est l'ensemble, c'est tous les niveaux du pied-point, il les a. Pour Gamrot, c'est en grappling qu'il a ça. Il a un très bon contrôle. Il a des très bons scrambles. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Il shoot très bien. Il fait des très bons reshoots. Donc, il shoot, son adversaire se relève, il reshoot directement. Il chaîne très bien sa lutte. Il a de bonnes soumissions. Il a de très bons reversals, que ce soit en lutte debout ou au sol. Il a de très belles, un bon ground and pound. Enfin, c'est un jeu complet. Il est très bon partout, dans tous les aspects du grappling. Et est-ce que tu serais d'accord avec moi si je disais que je donne un avantage de vitesse à Gamrot? Oui, clairement. Ouais. On a pour moi vitesse du côté Gamrot et alors du côté ça se contrebalance avec peut-être une force de Mhm. frappe innée, naturelle. Enfin, à mon avis, quand tu reçois une frappe de Darius, même s'il met pas beaucoup son poids dedans, tu Ça la se reçois, tu fais sent, c'est chaud. lourd. Ouais. Alors que Gamrot, c'est peut-être un peu plus fin, son jeu est peut-être un peu plus technique et donc quand il frappe, c'est peut-être un peu moins dérangeant pour son adversaire. C'est peut-être ok, j'ai pris un jab. C'est pas ouh, je ne veux Ouais. plus prendre de jab. C'est pas la même réaction défensive. Ouais, non, c'est clair. Et puis c'est vrai que même dans les échanges debout, on a vraiment vu dans les combats de Darius que quand il frappe et qu'il fait mal, le langage corporel des adversaires est pas le même. Et c'est vrai que tu Mhm. as raison de souligner, c'est pas juste, putain, j'ai pris un coup, ça fait mal, c'est oula, il y a un truc qui va pas du tout et je peux pas en prendre deux, trois de plus dans les secondes qui viennent. Et Ouais. c'est vrai que ouais, je suis assez d'accord en termes de puissance. Et bah, c'est vrai que c'est pour Gamrot en particulier dans son dernier combat contre Tsaroukian, ouais, le combat était Quelle pépite. absolument, oh la vache, mais vraiment, c'est là puisqu'on est dans un petit peu le fanat hardcore, c'est vraiment le combat pour les amateurs, les deux MMA qui ont déjà une petite expérience du sport. Ben c'est vraiment un des rares combats où même quand tu le regardes, je sais pas si ça te le fait aussi, ça finit presque par me faire mal à la tête, tellement j'essaie de comprendre ce qu'ils font, j'essaie de Mhm. comprendre ce qui se passe. Et même en tant qu'observateur, ils vont trop vite pour moi et ils prennent des décisions trop vite, ils s'adaptent trop vite et il me faut du temps pour comprendre ce qu'ils font. Ouais. Et je ne suis pas une superpuissance, hein, je ne suis pas Jimmy Neutron, mais je sais que c'est assez rare que ça le fasse en fait, parce que généralement, ça va à une vitesse où tu peux piger ce qu'ils font à une vitesse à peu près décente. Là, les mecs sont des super ordinateurs. Dans ce combat entre Tsaroukian et Gamrot, c'est du délire. Ouais, en fait, si tu devais commenter ce combat, ce serait impossible. Ta Ouais, parole va pas assez vite, mais ouais, c'est clair parce qu'en fait, ouais. il y a beaucoup de scramble, donc ça bouge beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de positions vraiment prises. Euh, et les deux sont actifs et proactifs dans chaque position. Donc, tu dois être capable de voir ce que les deux font pour comprendre. Et donc, ça veut dire quand tu veux vraiment observer et comprendre ce qui se passe, c'est regarder la séquence idéalement au ralenti et même revenir en arrière parce que tu regardes d'abord ce que fait Gamrot, tu reviens en arrière, tu regardes ce que fait Tsaroukian et puis tu comprends l'ensemble des deux choses. Et eux, ils le font. Enfin, c'est ça, c'est la création d'automatismes. Ils sont tellement entraînés, ils sont tellement intelligents, ils ont tellement créé d'automatismes que ça en devient instinctif. Et c'est ça la beauté aussi chez Gamrot, c'est que tu as ce côté instinctif, réfléchi dedans. Il sait ce qu'il fait et son corps a habitué sa mémoire musculaire à faire les bons mouvements au bon moment, à l'instant, sur la fraction de seconde où il doit le faire juste par feeling de corps, de balance, de où est l'autre, de où je suis, de comment se positionne mon pied. Ouais, c'est du rarement vu. C'est du rarement vu Ouais. cette vitesse d'exécution en grappling, c'est du très rarement vu en MMA, ce que Gamrot peut proposer. Voilà, donc là, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, vraiment, si vous voulez kiffer ce combat-là, vous serez probablement pas déçus. C'est celui qui passe sous les radars, mais techniquement,
c'est parfait, quoi. Ouais. Et juste sur le game plan, je trouve ça intéressant. Je vais Ouais. finir là-dessus pour du côté de Darius, en fait. Il y a un côté intéressant sur le game plan, c'est que pour moi, Gamrot debout, il cherche du contrôle. Il a besoin d'une structure posée, réfléchie, lente pour chercher ses ouvertures. Et par contre, au sol, il crée le chaos. Et donc pour moi, Darius, il doit faire l'inverse. C'est-à-dire que debout, et il en est totalement Ah. capable. Debout, il doit créer un peu ce côté volumineux, cette intensité de combat, cette pression pour déranger en fait Gamrot dans cette situation, genre ah non, moi debout, j'ai besoin d'un peu d'espace, j'ai besoin de réfléchir et tout. Hop, tu lui mets la pression. Et par contre, au sol, tu dois à tout prix chercher à contrôler, à stabiliser le jeu, même en dessous. Pas créer de scramble, justement, pas créer d'espace, c'est sensu, sensu, sensu. Et c'est ça qui est bien, c'est que Darius est totalement capable de créer le chaos debout. Il l'avait fait contre Scott Holzman, il l'avait fait contre Drakkar Klose, il l'a fait dans plusieurs combats. Et au sol, il est totalement capable de contrôler, puisqu'il avait fait notamment contre Tony Ferguson ou même contre Diego Ferreira, qui lui aussi est plutôt scramble-based. Donc, il y a ce côté très intéressant du côté de Darius dans l'approche du combat, avec deux, on va dire, stratégies opposées. Euh, si ça, enfin, dans la durée debout, ça doit être un mindset opposé que quand ça se trouve en grappling. Et ça, j'aime beaucoup dans ce combat sur l'approche stratégique et intellectuelle. Bon, bah voilà. Les gars, là, là, voilà, on a toutes les clés. On a vu à peu près tout sur ce combat. Et on va pouvoir passer au troisième combat qui nous intéresse sur cette carte parce que les implications qu'il a sont assez grandes. Bah, c'est Sean Brady contre Belal Mohamed. Alors, Mhm. je vais me permettre de préfacer ce combat en disant que, bon, ce sont deux lutteurs, ce sont deux lutteurs qui ont la réputation d'être chiants. On va pas se le cacher. Les dernières performances qu'ils ont faites, et d'ailleurs, je sais qu'on est tous les deux fans de Jack Slack, et j'ai bien aimé la perspective de Jack Slack qui était, parce que tu sais, on est humain, on a tous envie d'être du bon côté de la morale, et on a tous envie de dire, mais non, c'est pas vrai, il est pas chiant, faut juste s'y intéresser. Et ben, Jack Slack, du coup, il avait cette perspective de dire, bah ouais, mais quand tu as quelqu'un qui est sur toute la durée d'un combat dans une dynamique où il ne cherche même plus à progresser ni vraiment à faire mal, bah ouais, la critique de dire qu'il est chiant et qu'on n'aime pas le regarder et qu'on on passe à autre chose est valide. Mhm. Alors, c'était par rapport à Belal Mohamed. Sean Brady, voilà, c'est pas le même style de combat, mais c'est un peu le même style dans le sens, bon, il va contrôler, il va utiliser sa lutte pour essayer d'imposer son jeu et c'est pas le plus spectaculaire. Qu'est-ce que toi tu penses de ça et comment ensuite tu vois le combat se dérouler? Alors moi, je vais nuancer ce propos, mais je pense que ça rentre en ligne avec ce que dit Jack Slack, c'est-à-dire que tu peux critiquer le côté divertissant d'un combattant, tu peux pas critiquer le côté performance de ces combattants. Donc leur performance reste incroyable parce que allez, nous, on est fans, on est là derrière notre écran, on n'est pas en train de prendre des parpaings dans la tête de quelqu'un qui veut nous mettre KO, ce qui est Non. mauvais pour la santé. On va pas se mentir, hein, c'est pas bon pour la santé. Donc, on peut pas se permettre de critiquer quelqu'un qui cherche à éviter de prendre trop de coups dans la tête. Donc, on peut pas critiquer la performance. Ils font de très, très, très belles performances. Maintenant, sur le côté divertissant, et il y a rien à dire, on en a parlé aussi quand on discutait de Manon, ça reste important pour te faire un nom, pour gagner une fanbase. Mais encore une fois, si c'est pas ton objectif, si ton objectif c'est de venir gagner tes combats, arriver jusqu'à la ceinture, prendre une ceinture pour te faire une chouette carrière, commencer à gagner de l'argent, tu gagnes moins d'argent si tu es moins divertissant. Ouais. Mais voilà, une fois que tu es champion, tu as ton salaire. Et si tu veux vivre très longtemps sans avoir de problèmes cérébraux, bah, c'est la bonne voie à suivre. Donc, je pense pas qu'on puisse critiquer vraiment cette approche ni ce mindset, mais clairement, tu peux, enfin, c'est totalement légitime de dire, bah, mec, t'es relou à voir. Alors ici, j'ai encore nuancé. Je trouve que Sean Brady, il y a un côté où il est très divertissant. Il est très bon pour prendre le dos. Et une fois qu'il prend le dos, c'est là où il manque un peu je vais chercher Killer Instinct. la soumission puisqu'il il prend peut-être peur de perdre la position et donc il préfère avoir un contrôle de dos sur la durée. Mais jusqu'au moment où il a le dos, c'est absolument splendide à regarder. C'est même divertissant pour les connaisseurs. L'œil averti, ouais. De l'autre côté, c'est vrai que Bellal, il va
plus vite se contenter d'une demi-garde. Et c'est clair que ton takedown, tu le chopes, tu es dans la demi-garde et tu te contentes d'y rester. Bah, on peut pas encore une fois, on peut pas critiquer ta performance, mais on peut clairement critiquer ton côté divertissant. Et en fait, lui-même, il n'a pas de contre-argument à ça. Le seul contre-argument qu'il pourrait dire, c'est ben, venez dans la cage à ma place. Mais en fait, si toi, tu lui dis très belle performance, mais pas divertissant, c'est pas vraiment une critique, c'est une réalité. Donc Bah, voilà, je rejoins ça. c'est une réalité. Et puis, en fait, pour moi, c'est pas un problème que le fait qu'on dise ça dans le sens, bah, de la même manière que lui a absolument tous les droits de vouloir garder une position, mais même s'il veut pendant 4 minutes sans en bouger, parce que c'était la même critique qu'il y avait contre Ben Askren, parce que bah, si son adversaire n'arrive pas à s'en sortir, bah, c'est son adversaire qui a un problème, et dans un combat où ça dure de manière infinie, bah, c'est lui qui est en position où il est entre guillemets dans la panade, quoi. Donc, en fait, c'est vrai que pour moi, il fait ce qu'il veut et il n'y a aucun problème, mais faut pas, enfin, c'est pas, je vais pas donner une leçon du tout, c'est absolument pas à moi, mais ça ne me choque pas ensuite que du coup, il soit entre guillemets mis un peu de côté en termes de communication, qu'il soit un peu mis de côté même dans l'esprit des fans, dans le sens, bah, c'est le jeu aussi, quoi. Et du coup, ça ne me choque pas, même si lui, Mais ça te ouais. dérange, je crois, mais ça me choque pas, quoi. C'est là où il y a beaucoup de... Enfin bon, c'est un long débat, mais on va essayer de le résumer. C'est Ouais. là où il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en place. Donc il y a le côté règlement du combat. Donc l'arbitre a le droit de relever s'il juge que aucun des deux athlètes cherche à améliorer sa position. Donc il faut savoir jouer avec ça, c'est-à-dire que si tu as un tout petit peu d'activité, bah, voilà, ça te permet de rester là. Et il y a aussi le côté façon de scorer un combat. Donc de plus en plus maintenant, on voit que les juges sont beaucoup plus conscients que c'est l'impact qui a le plus d'importance. Et je vais prendre un exemple parce que ça nous est arrivé avec Brian Boulan. Donc pour un combat au Cage Warriors, on rencontrait Chris Mia. Et le mec a clairement fait ça. Il a voulu bloquer le combat. Donc, il a amené Brian au sol. Une fois qu'il était au sol, il cherchait pas à améliorer sa position jusqu'au point où Brian lui laissait des ouvertures vers son dos pour essayer de créer des scrambles. Le Ok. mec a même pas voulu prendre le dos. Il lui laissait clairement l'ouverture. Il dit, OK, là, la porte va vers mon dos pour que ça Ah crée du mouvement, parce que ça ouais. soulève Brian. Le mec a pas voulu. Donc là, c'est bloqué de chez bloqué. Et en fait, Brian a gagné le deuxième round juste parce qu'il s'est fait contrôler, je pense, mais je mens pas, il s'est fait contrôler 4 minutes 20. Et sur les 30 dernières secondes, Brian a su prendre son dos, envoyer 2 coups de coude, et tous les juges ont donné le round à Brian. Donc Wow. ça, mais ils avaient raison. Ouais, Ils ouais, avaient ouais, mais raison c'est parce que le intéressant. mec Ouais. a juste contrôlé, il a rien fait, il a même pas parce que la fatigue est considérée comme un impact. Donc si tu arrives à fatiguer, enfin si tu contrôles ton adversaire et qu'on voit que tu le fatigues en étant au-dessus de Ok. lui, ça va marquer des points. Mais là, il le fatiguait pas. Donc Brian, il restait frais et le fait que sur les 30 dernières secondes, il ait eu une prise de dos et mis 2 coups de coude, ça a pris l'ascendant sur 4 minutes 30 de contrôle. Et en fait, c'est dans cette direction-là que le MMA doit aller. C'est-à-dire que on doit vraiment, il faut que les juges soient éduqués pour que la recherche du finish soit beaucoup plus valorisée. Et ça va diminuer l'envie des athlètes de juste contrôler. Si on prend vraiment cette direction où le contrôle n'a quasi plus aucune valeur, un tout petit peu évidemment, mais quasi plus aucune par rapport à des frappes ou à des recherches de soumission ou à des prises de position intéressantes, et ben là, ça va changer les mindsets et tu auras de moins en moins d'athlètes qui vont se contenter d'un takedown d'une demi-garde. Parce qu'alors, ils vont savoir qu'ils vont prendre le takedown, ils vont avoir la demi-garde pendant 4 minutes, l'autre, il va se relever, il va leur mettre 2 jabs, c'est l'autre qui va gagner le round. Et ben là, ça va dynamiser le MMA et ça va le rendre encore plus divertissant. Mais voilà, c'est un tout Ouais. autre débat. Ouais. Mais étant donné qu'aujourd'hui, tu peux gagner un round et un combat avec cette stratégie, pourquoi ne pas l'employer quand on est capable et que ça te permet d'obtenir une victoire? Surtout qu'à Absolument. l'UFC, une victoire, tu doubles ton salaire. Non, C'est pour c'est ça que clair. moi, je sais qu'il y en a qui sont contre ça, mais moi, je pense que le Ares le fait. Il n'y a plus de bonus de victoire. Ça sert à rien. Tu rentres dans une cage, c'est pour gagner. Tout le monde recherche la victoire. Donc, si tu doubles le salaire de quelqu'un parce qu'il va gagner, ça va pas le motiver à gagner. Il a déjà tu rentres en C'est MMA, t'as vrai. pas envie de Ouais. perdre et de prendre des... Par contre, tu lui offres un bonus de finish. Là, tu commences à changer le mindset du combattant. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais alors, le gars, il va Prendre trop plus de chercher le risques. finish, il va se Ouais. mettre à risque. Voilà, c'est un autre débat. Moi, je suis pour. Tu donnes un salaire pour la performance, enfin, pour le fait de rentrer dans la cage. Gagner, perdu, c'est le même salaire. Mais si tu as un finish,
Parce que le finish, au final, c'est ça qui fait grandir. Enfin, on va pas se mentir, c'est ça qui fait grandir le sport. C'est ce Les que j'allais dire. highlights, voilà, Ouais. c'est là où tu prends du public, c'est là où tu engages du nouveau public, c'est là où tu les fidélises, c'est avec des combats spectaculaires. Et puis voilà, tu mets des petits bonus de performance pour ceux qui arrivent pas à finaliser, mais qui t'ont offert un gros spectacle. Bah, voilà, en backstage, tu dis, OK, c'est pas sur ton contrat, mais tu m'as fait plaisir dans la cage, tiens, un petit bonus et tout le monde est content, là. Bah, c'est clair, et c'est voilà pour finir là-dessus, et c'est vrai que ce serait intéressant de continuer ce débat, et peut-être dans une future émission. Mais en fait, c'est vrai que j'écoutais ce matin même John Danaher sur le dernier podcast avec Lex Friedman. Ah, je suis en train de l'écouter. Ah, oh la vache, oh 4h30 de pur bonheur, hein. Et voilà, parce qu'il faut savoir que Chris, je sais pas comment c'est possible, on se retrouve toujours à écouter grosso modo les mêmes choses sans se concerter. Et en gros, bah, c'est une des choses dont il parle dans ce podcast, et c'est le fait que ben il parle de notamment Gary Tonon, Roger Gracie et Gordon Ryan. Et au-delà du fait qui est avéré que Gordon Ouais, Ryan j'y suis est... pas encore, je suis Oh à la 1h36. vache. Putain, c'est ouf. Et c'est le truc dure 4 heures, hein, donc, mais c'est magnifique pour les gens qui kiffent. Et en gros, ben, que ces trois mecs-là, alors Gary Tonon avec un degré de succès qui est moindre que les deux autres, mais ce sont des gars qui ne se satisfaisaient pas de juste gagner, et qui, pour eux, tout l'intérêt du grappling, du jiu-jitsu, c'était aller vers la soumission. Et bah, que ce soit Roger Gracie ou Gordon, bah, les deux sont considérés dans leur domaine comme les meilleurs de tous les temps. Et c'est vrai qu'il y a un clair argument qui est à faire, et particulièrement avec Gordon Ryan, dans le sens où, bah, en plus, il a la personnalité, mais en plus de la personnalité, c'est vraiment le côté, ce qui fait que tout le monde est hypnotisé par des gars comme Gordon ou des gars comme Roger, c'est qu'ils ne se satisfont pas de juste gagner, Mhm. ils veulent finir, quitte à prendre des risques supplémentaires pour être sûr de finir l'adversaire. Et c'est ça, en partie, qui a fait que le sport du grappling a pris vraiment, vraiment de l'ampleur ces derniers temps. C'est grâce à Gordon. Mhm. Et avec cette mentalité donc qu'avait Roger aussi. Et donc c'est pour ça que, voilà, tu vois, pour aller dans le débat qu'on avait, ça dépend de ce qu'on veut, mais si ce qu'on veut, c'est que le sport grandisse, la mentalité un petit peu comme à Belal Mohamed, c'est peut-être pas celle-là. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que du coup, là, on parle un peu d'ADCC, et les règles de l'ADCC, selon moi, sont faites pour avoir plus de spectacles, étant donné que les premières minutes, il n'y a Pas de pas de points sans points. compter. Ouais. Donc c'est là où tu pousses les gens à tenter des choses, parce que voilà, tu peux être pris en monte, ben ça change rien, parce que tu peux complètement rattraper ça à partir du moment où les points sont comptés. Et donc j'aime bien et donc ça revient à l'argument que je faisais, c'est que de temps en temps, c'est les règles qui vont faire évoluer le combat, ou la façon de scorer un combat qui va faire évoluer les mentalités, et donc le spectacle qu'on peut voir dans une cage ou sur un tatami si on parle de grappling. Ouais, absolument. Bah voilà, maintenant qu'on a, qu'on a commencé à voir un petit peu et qu'on a carrément fait une digression de ouf, bah alors revenons sur le style et les deux Mhm. combattants que sont Belal Mohamed et Sean Brady. Comment est-ce que tu vois les choses? Alors, j'ai très rapidement décrire. Donc, Sean Brady, c'est quelqu'un qui a un jeu en place, très structuré. Tu sais, il est un peu compact. Il cherche la simplicité efficace avec une vraie propreté technique. Il va pas spécialement surengager. Il va pas faire des gros mouvements défensifs à chasser les mouches. Donc, c'est bien en place. Voilà, il est orienté grappling. Mais c'est pas quelqu'un qui le force comme Demian Maia où après une seconde il va chercher l'amener au sol. Il a ses compétences debout, ce qui lui permet d'engager le combat debout. On peut changer les niveaux, envoyer quelques feintes, voilà, un jeu posé. Et puis de temps en temps il a des bonnes attaques en garde ouverte. Là, il va envoyer son direct, il va faire un shift pour passer en gaucher et puis envoyer un crochet avant de son droit. Donc il dédouble le côté. C'est assez intéressant. Mais clairement son objectif c'est amener au sol et au sol, il a un style sensu. Contrairement à Gamrot qui laisse de l'espace, Ouais. Sean Brady, c'est l'opposé, c'est zéro espace. Une fois que je te colle et je passe à pression. Ben là, on vient de parler de la DCC. Nicky Rod, quand il passe une garde, c'est souvent avec un body lock. Sean Brady, il aime bien cette stratégie aussi. Il est au sol, sensu, body lock dans la garde. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça en MMA. En tout cas, c'est très rare. Et il passe avec son body lock. Il l'a fait contre Chiesa. Très, très Ouais. difficile de passer sa garde. Donc, il a un niveau qui est très, 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 très bon au sol. Ben, je vais pas décrire davantage, c'est vraiment ça, c'est pression, 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 sensu, pas trop de grande pente parce que ça laisse de l'espace. Par contre, recherche du dos. Et une fois qu'il a le dos, bon, s'il a l'opportunité pour finaliser et qu'il est sûr à 200%, il va la chercher. Mais sinon, une fois qu'il a le dos, c'est plutôt en mode temporisé. Je pense qu'il considère que c'est à l'autre à bouger. Parce Mhm. qu'une fois que j'ai le dos, j'ai le round.
Et donc, c'est l'autre qui doit bouger, et c'est quand il bouge que j'ai une ouverture. Mais si l'autre ne bouge pas, je garde le contrôle, l'arbitre va pas me relever. C'est peut-être ça qu'on pourrait lui reprocher, mais d'un point de vue intellectuel, c'est pas con. Parce que si tu te retrouves face à Anthony Pettis, par exemple, tu as son dos et tu cherches une soumission, bah, il est dans ta garde 2 secondes après. Ouais. Bon, là, il n'a pas rencontré un Anthony Pettis, mais voilà, sur cette logique-là, je peux pas le critiquer encore une fois d'un point de vue performance. Et Belal Mohamed. Belal Mohamed, intelligent de ouf. Franchement, son intellect dans la cage et dans l'approche du combat, du côté stratège, il est très, très, très intelligent. Donc, il a un set de compétences qui est complet. Il est capable partout, surtout en lutte et en grappling. Et sur base de l'adversaire qu'il rencontre, il va venir avec un game plan simple. Hein, c'est je suis contre Stephen Thompson, j'amène au sol. Je suis contre Demian Maia, je reste debout. C'est aussi simple que ça. Franchement, c'est aussi simple que ça. Mais savoir le faire, c'est absolument incroyable. Alors, il est très efficace, mais il est peu technique debout. Ce que j'entends par là, c'est il va bouger, il va mettre la pression. Et en fait, si ses yeux voient que la tête est à bonne distance pour son direct ou son jab ou son crochet, peu importe, il va l'envoyer. Même si ses pieds sont mal positionnés, même si ça lui demande de surengager. Donc, c'est chiant pour son adversaire parce qu'on n'a pas l'habitude de quelqu'un qui envoie des frappes, peu importe son positionnement de pied. Mais dès que ton nez est à distance pour se faire toucher, il va envoyer quelque chose et généralement, ça va toucher. C'est super bizarre parce que tu le regardes combattre, t'es là, tu fais, mais limite, c'est moche, mais Ouais. c'est pas une critique, c'est efficace. C'est tout ce qui compte. T'es, Ouais. allez, tu peux être face à quelqu'un de super technique, super propre. Si ton efficacité te permet de le toucher plus que ce qui te touche, bah, tu gagnes, tout simplement. Ouais. Et Belal, c'est ça qu'il fait. Donc, il a ce côté très, très intelligent, dur au mal. C'est quelqu'un de très bon cardio. Enfin, voilà, c'est chiant de le combattre. Il est tout le temps sur ton visage. Et même quand toi, tu le mets sous pression, comme Vicente Luque l'a fait dans le dernier combat, ben, il est compétent. Il arrive à trouver ses ouvertures. Il arrive à trouver ses shoots réactifs. Et une fois, lui aussi, hein, physiquement fort, comme Brady. D'ailleurs, Brady, je pense qu'à l'UFC PI, ils ont dit que c'était celui qui avait le plus haut VO2 max de tout l'UFC. Ah ouais? Ouais, je pense que j'avais vu ça sur Insta, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc ici, encore une fois, un peu comme Gamrot et Dariush, on a 2 mecs qui physiquement seront au rendez-vous sur un combat en 3 rounds, donc ils peuvent mettre l'intensité et j'espère qu'ils le feront parce que clairement, c'est le combat où tu te dis, j'ai trop envie de le voir, mais de l'autre côté, ça peut être aussi assez décevant celui-là. Contrairement à Gamrot Dariush où je pense pas qu'on aura de mauvaises surprises. Brady Belal, bah ça dépend parce que Belal, clairement, quand il a affronté Demian Maia, bah, il a Ouais. shooté lui-même 0 takedown, alors que contre un Stephen Thompson, il va en shooter 15. Et Demian Maia n'en a réussi que 1 sur 21. Donc, il est difficile à amener au sol, le Belal. Ce qui veut dire que Brady, il va peut-être pas réussir à amener Belal au sol. Et donc, on risque d'avoir une affaire en pied-point entre 2 grappleurs. Ça peut bien donner, comme Ousmane contre Covington la première fois. Comme ça peut être un peu brouillon, parce que là, on a quelqu'un de très technique posé face à un gars un peu moins, un peu plus brouillon, mais efficace. Donc, on croise les doigts pour que quand même il y ait du volume si ça reste debout. Ouais. Et c'est vrai que c'est tellement courant d'avoir deux grappleurs ou lutteurs qui restent debout. Enfin, que en réalité, moi, j'ai vraiment plus l'impression que c'est quasiment ça qui arrive à chaque fois. Parce que soit ils essayent mais ils n'y arrivent pas, soit ils n'essayent même pas parce qu'ils considèrent que bon bah ça va être compliqué. Donc Mhm. ben ouais, il y a moyen que ce soit intéressant si ça va au sol, mais c'est vrai que j'ai peu d'espoir que ça y aille. En fait, alors, c'est clair que grappler, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, dans ce genre de combat où t'es pas certain d'avoir l'ascendant sur l'autre en grappling, tu as peut-être tendance à vouloir rester en pied-point pour pas dépenser d'énergie. Mais comme je viens de dire, Brady, VO2 max, le meilleur à l'UFC, et Belal Mohamed, on l'a vu, il a fait des très très belles performances sur 5 rounds récemment. Donc, je crois qu'ils auront confiance en leur Ouais, cardio, en leur force sur 15 minutes. Et donc, ils vont peut-être vouloir engager surtout Brady. J'ai l'impression que Belal, il va se dire comme contre Demian Maia. Je vais d'abord voir ce que ça donne debout. Si je suis à l'aise debout, je reste debout et je défends toutes les amenées au sol. Si il est mis en difficulté debout, c'est là où il va peut-être se dire, OK, bah, tu sais quoi, je vais chercher à avoir le top contrôle et à ne pas me faire soumettre au sol pour gagner les rounds parce que, comme je dis, il est intelligent. S'il se fait dominer debout, il va se dire, bon, ben, j'ai trouvé un chemin vers la victoire. Mon autre opportunité, c'est de l'amener au sol et de survivre en étant au-dessus de Brady. Brady, de l'autre côté, je pense que lui va chercher à initier. Euh, mais, encore une fois, si ça commence debout et qu'il se sent à l'aise, il va peut-être vouloir rester debout. Donc, ils ont tous les deux un peu la lutte, on va dire, dans la poche arrière. Et ça va un peu dépendre des 2 premières minutes. Je crois que les 2 premières minutes, si ça s'équilibre debout,
Peut-être qu'ils vont vouloir rester debout et prendre l'ascendant là. S'il y a une grosse différence, il y en a un qui va vouloir lutter. Enfin, celui qui est en dessous, en pied-point, il va vouloir lutter. Et là, clairement, c'est trop difficile à dire Ouais. s'il y aurait une différence debout. Parce que c'est des styles tellement opposés qu'il faut voir ce que ça donne l'un contre l'autre pour pouvoir juger si l'efficacité de Belal va prendre l'ascendant ou si la technicité de Brady va déranger Belal. J'ai tendance à dire que Belal, s'il met la pression, parce que Brady déteste être mis sous pression face à quelqu'un qui envoie du volume. Début du troisième round contre Chiesa commence à envoyer plein, justement avec un style un Ouais, peu il était bizarre, mis en et difficulté il de se ouf. fait Ouais. toucher, et donc il doit chercher la lutte. Donc Belal, s'il arrive à faire la même performance que ce qu'il a fait contre Diego Lima, il y a moyen qu'il roule dessus. Il y a vraiment moyen qu'il roule dessus, mais alors il faudra savoir défendre les amener au sol. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je pense que le combat va se passer. Belal va mettre la pression, ça va ennuyer Brady. Belal va trouver ses ouvertures parce que sous pression, sa défense est perméable à Brady. Et donc Brady va chercher à lutter, et là on va voir ce que ça donne en lutte. Là où ça risque de vraiment être chiant, c'est si ça bloque à la cage. Si Brady cherche à lutter, et qu'il n'arrive pas à mettre Belal au sol, ce qui est probable, parce que Belal a vraiment un très bon système défensif en lutte. Et alors en plus, alors ce combat, je crois que donc les deux, il me semble, sont dans le top 10, si je ne Oh, m'abuse. clairement. Ouais, Ouais, on est sur les même top 6. 5 même, hein, ouais, pour Belal, je crois, ouais, Ouais, je numéro pense qu'on est 5. en numéro 3 contre numéro 6, un truc comme ça. Alors Belal, si, alors là je suis sur Wikipédia, honte à moi, mais Belal sur Wikipédia numéro 5 et Sean Brady numéro 8. Donc, Ah, ok. ouais, en tout cas, Ouais. si c'est à jour, mais voilà, c'était un gros combat parce que les deux sont un peu vus comme des chevaux noirs de la catégorie, que c'est un peu relou Personne d'affronter, veut quoi. affronter, ouais. Et alors, voilà pour Belal contre Sean. Et pour le reste de la carte qu'on va voir rapidement. Alors, bah, moi, un combat forcément qui m'intéresse, mais évidemment, Who's the mirror? bah voilà, c'est le retour de Volkan contre Nikita Krylov. Bah, pour avoir, là, j'ai commencé le documentaire et pour avoir passé quelques jours du coup avec Volkan en Suède de nouveau. Là, voilà, ils sont dans une dynamique où il a eu la victoire sur le dernier combat contre Paul Craig et là, pourquoi pas marquer les esprits en plus d'une nouvelle victoire, donc avec un petit peu une manière peut-être un peu plus autoritaire et encore plus spectaculaire, pourquoi pas. Donc, ben, au niveau du style, c'est toujours compliqué parce que Krylov, il peut être excellent, il peut faire des trucs très bizarres et prendre des décisions que tu comprends pas, mais c'est un peu, voilà, c'est un jeu de poker, tu sais jamais trop ce qui va Ouais. arriver, mais Gros dangereux risque, de ouf. grosse récompense. Ouais, c'est C'est ça son exactement style. ça. Ouais. Donc en fait, t'as envie de te dire, bon, bah, il est prenable, mais d'un autre côté, c'est voilà, c'est comme Uriah Hall, il peut te sortir des dingueries et il peut battre un mec ultra bien classé avec un high kick ou un truc comme ça. Enfin, c'est chaud. Il peut, il peut soumettre le meilleur de la division et se faire soumettre par quelqu'un qui est pas top dans la division aussi. C'est partout. Il a ce truc un peu. Il va perdre par Von Flou Ouais, enfin, qui est normalement facilement défendable. Et puis il va prendre sa revanche. Je dis pas de bêtises. Hein. Il prend une Von Flou contre Vince Saint-Preux et puis dans la revanche il le soumet. Donc ouais, par étranglement arrière, c'est ça. je pense que ça caractérise vraiment Krylov c'est le genre de combat. Faut pas mettre d'argent dessus parce que Ah non, 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 fuyez. il Non, c'est y a trop impossible. de choses qui peuvent se Mais passer. pour vous donner une idée, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que, donc, bon, après, dernier combat, il a mis KO Alexander Gustafsson, c'était violent, mais c'est plus le même Alex. Ouais. Avant D'ailleurs, ça, c'est il une a. revanche du coup pour Volkan, enfin une revanche d'équipe ce Ouais, combat. absolument, puisque du coup, tous Mhm. les deux sont de Tristar. Avant ça, défaite contre Paul Craig et All Star, Ankalaev. J'ai dit quoi? Freestar. Ah, pardon, All-Star, ouais, excusez-moi. Et avant ça, victoire contre Walker. Il perd en split contre Texera. Avant ça, il gagne et donc soumission contre Vince Saint-Preux. Avant ça, il perd contre Blakovic. Avant ça, 3 victoires par KO contre Maldonado, Newton et dans une autre organisation. Enfin, voilà, c'est tellement imprévisible qu'en fait, personnellement, je l'adore. Mais j'ai un petit peu, pas perdu espoir, mais je m'investis plus émotionnellement dans les combats de Nikita Krylov parce que j'ai eu tellement d'espoir et j'ai eu tellement envie que. Et à chaque fois, il y a eu des trucs, je me suis dit, mais what the fuck, que maintenant je ne m'investis plus, mais le Mhm. combat peut être spectaculaire et très intéressant en tout cas. Bah, en fait, c'est le genre de combattant, tu dois être fan de lui pour. Tu sais que ça va être un beau combat. Il va rentrer dans la cage, ça va être un beau spectacle, ça va être divertissant. Encore une fois, lui, Ouais, c'est divertir, performance après. Quand ouais, il gagne, c'est deux fils les deux. T'as deux fils performance et divertissement. Et puis quand il ouais. perd, de temps en temps, bah, tu peux critiquer sa performance et ses choix dans la cage. Donc, pour être fan de Nikita Krylov, il faut être fan de quelqu'un qui sera peut-être jamais, qui sera certainement jamais champion.
mais tu es fan de lui parce il t'offre des chouettes moments derrière ton écran. Et clairement, Ozdemir, c'est le bon adversaire pour encore une fois offrir une bonne grosse guerre. On voit un Ozdemir qui est aussi, encore une fois, lui aussi, il est très capable dans le chaos. Il a déjà eu des belles performances chaotiques et puis il s'est déjà fait surprendre aussi dans des combats chaotiques, notamment contre le champion actuel, Yeri. Ouais. Donc voilà. D'ailleurs, Nikita Krylov, tu pourrais dire, c'est un peu le Yeri de Wish, sans vouloir l'insulter, tu vois, mais c'est un Ouais, peu non, je vois genre, ce que tu veux dire. Ouais. voilà, je crée le chaos. Il a des compétences dedans, mais c'est pas encore aussi bien construit que Yeri qui crée ces situations qui ressemblent à n'importe quoi, mais tu sens que le mec C'est où il va. c'est Ouais. ce qu'il fait. Ouais. Il crée ça avec réellement une logique derrière, et c'est ça qui le rend quasi impossible à aborder. Ouais, et voilà, c'est pour ça que ce combat évidemment nous intéresse particulièrement. Il y a aussi, personnellement, c'est en fait Mahmoud Mouradov contre Caio Borralho, c'est un bon combat en middleweight contre deux gars qui sont prometteurs. Mahmoud Mouradov, il était vraiment vu comme un énorme prospect et il a perdu son dernier combat contre Merchert par soumission. Et en fait, ce qui est un peu terrible, parce que maintenant, Merchert, il est associé ad vitam aeternam à Khamzat Chimaev explosé en 40 secondes. Et c'est là où c'est pas juste, mais du coup, le fait d'avoir perdu par soumission contre Merchert en middleweight, en fait, automatiquement, ça, c'est pas que ça décrédibilise, mais dans l'esprit, je pense, de pas mal de gens, c'est en mode ah, bon, c'est ouais, ok, un bon prospect et tout, Mahmoud, mais bon, Mais ouais, j'aime bien comparer, je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé comparer Merschkart et Paul Craig. Et donc ici, tu pourrais comparer Ankalaev, qui avait perdu contre Paul Craig en le dominant certes, mais par soumission, qui maintenant vit une vraie ascension. Et donc je pense qu'ici, voilà, j'ai pas allé si loin dans la comparaison, mais voilà, des défaites, ça arrive. Ça veut pas toujours signifier le niveau général de la personne, mais c'est peut-être une bonne leçon pour, encore une fois, quand tu es face à un Merschkart ou un Paul Craig, tu dois être lucide à tout moment, ouais, une fois que ouais, c'est au sol. T'as pas le choix. D'ailleurs, Nikita Krylov en a fait les frais aussi contre Paul Craig à l'UFC Londres cette année. Donc voilà, tu peux pas appeler ça une contre-performance de te faire soumettre par Gérald. ouais. Non, non, c'est clair, c'est que ce soit parce qu'ils se sont dit, que ce soit contre Paul Craig ou Merchert, ils sont prenables et donc tu as tendance à vouloir prendre des risques et tu te fais surprendre. Le résultat, c'est que du coup, ça fait un retour en arrière, ça fait voilà, au jeu de loi, tu perds 3 cases. Et c'est vrai que c'est dommage pour Mahmoud Mouradov parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément en termes de style de combat. Il est rapide, il est aérien, il fait mal. Donc voilà, j'espère que c'est un combat qui va pouvoir peut-être le relancer, sachant que Caio Mhm. Borralho, c'est un gars, il arrive en middleweight, il est chaud au sol, il a une grande bouche, il aime bien faire du trash talk. Ça peut. Voilà, Ouais. c'est des dynamiques différentes. Il y en a un qui a pris un coup d'arrêt et l'autre qui est normalement en pleine ascension. Donc voilà, un combat à surveiller pour la catégorie. Et je rebondis parce que je pense que c'est le bon moment, mais sur ce genre de carte, c'est ça que j'apprécie beaucoup, c'est que en tant que combattant de la sous-carte, un peu moins connu du public, mais quand même déjà un peu connu, c'est le moment de marquer les esprits. Ouais, Et pour marquer les esprits, quand tu as une si belle carte, tu sais que le lendemain de l'événement ou le soir de l'événement, tout Twitter sera sur les gros combats. ouais, Mais si tu arrives à faire en sorte que ton nom sorte alors que tu es en sous-carte et que personne ne te connaissait, tu as tout à gagner. C'est vraiment le genre de carte où tu dois, voilà, je pense que la carte préliminaire va être spectaculaire parce qu'ils auront tous ce mindset de dire c'est mon moment, c'est mon opportunité de changer ma carrière, enfin de rien à tout potentiellement. Et donc ce genre de combat là, surtout les middleweight de temps en temps en sous-carte, ça nous fait très 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 plaisir et cela pourrait marquer les esprits. ouais, absolument. Et en plus, vous pouvez être sûr que si jamais Dana White est présent, et je pense qu'il le sera, vu que là, ils ont décidé qu'il fallait un remplacement du calibre de Volkanovski, donc qu'ils ont payé à hauteur de qui est Volkanovski. C'est-à-dire que là, que ce soit parce qu'il y a la pression de ceux du pays hôte, ou que ce soit parce que c'est tout simplement une grosse carte en pay-per-view qui ne peuvent pas se louper, là, s'ils mettent Volkanovski en remplacement, c'est que c'est un énorme indicateur qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur avec ce Hmm. pay-per-view. Et donc, ça veut dire que, vous savez, les discours d'avant-pesée de Dana White dans le vestiaire, oui, mais bon, les gars, aujourd'hui, c'est votre jour, demain, pardon, ce sera votre jour. Là, vous pouvez briller, machin. Là, ce que vient de dire Chris, vous pouvez être sûr que Dana White va le redire et Hmm. qu'il va y mettre les formes.
Donc effectivement, c'est pour ça qu'il y a un vrai buzz autour de cette carte. C'est vraiment kiffant parce qu'au-delà des combats qu'on a tout décrits et qu'on adore déjà avant même qu'ils soient arrivés, il y a de l'électricité dans l'air. Il y a quelque chose qui se passe et franchement, ça va être intéressant, quoi. Et c'est aux heures européennes. Et c'est aussi européenne, les gars. Tout est réuni pour nous faire kiffer, nous, les Ah Européens. ouais. Mec, j'avais complètement oublié ça en plus. Ah ouais. Putain. Ah ouais. Ah ouais, non, mais là, personne n'a d'excuses là, hein. Ok. Eh ben voilà, les gars. Bah écoutez, Les c'était un. pronos, les pronos. Ah, Oh. les pronos, pardon. Oh, alors, on revient sur Fioro Shukagan. What you got, fam? Alors, moi, je pense vraiment que Manon sera là pour performer de dingue, que ça va être son moment. J'y crois à 100%. Et finish deuxième round, un TKO au sol. Oh, Ground and Pound? Ouais, ouais. Ok. Je me mouille à mort. Oh, bah là, c'est le Et si elle moment. fait ça, je mouille à mort. Mais bon, voilà. Wow! Bah, écoutez, je partage évidemment la vision de Chris. Moi, je vais simplement, allez, pour être un peu différent, même si j'aurais bien mis exactement la même chose, je vais dire troisième round après avoir vraiment pris la mesure de Kathleen Chukagan, je pense T-knockdown et soumission. Allez, hop, ça part comme ça. Soumettre Chukayan, ce C'est serait un gros chaud, message après qu'elle ait survécu face à Ribas. mais je Ce me serait beau. dis, si elle arrive à salement la mettre dans le mal debout, ça peut être, tu sais, Ouais, un espèce de soumission de j'en peux plus, quoi. ouais. Voilà, on va À la Donald espérer. Cerrone contre Edson Barboza, Ouais, ce genre de truc. exactement. Ouais. Ouais, après ce jab de l'enfer. Euh, Benil Dariush, Mateusz Gamrot. Ah bah là, ouais. Là, Celui-là, je c'est. l'avais pas préparé sur le prono parce que le cœur a envie de dire, il penche légèrement pour Gamrot, évidemment. Même si je suis relativement neutre parce que voilà, Darius, ce qu'il fait dans la cage, j'adore. Et encore une fois, ça dépend fort des stratégies. J'ai l'impression que Darius est totalement capable de venir avec la bonne stratégie. C'est vraiment, est-ce qu'il est capable de faire suffisamment mal debout pour compenser ce qu'il risque de subir au sol? Parce que même c'est une incroyable ceinture noire, je pense que Gamrot a quand même un niveau qui est magnifique au sol, mais amener Darius au sol, il faut aussi y arriver. Tu sais quoi, je vais aller peut-être à l'encontre de ce que les gens attendent de moi, mais je vais dire Darius à la décision. Ok, ok. Ouais. Euh, hein. Moi, je vais mettre Gamrot. Je vais mettre Mhm. Gamrot. Effectivement, ce serait tellement fou qu'il arrive à finir Darius et surtout sur un 3 rounds. Euh, je vais mettre décision Gamrot. Mhm. Ouais, j'ai du mal à voir l'un ou l'autre finir son adversaire. C'est Ce serait étonnamment. intéressant de voir les codes de Paris sur le combat va à la décision. Elles sont pas encore sorties. Celle-là, ça sort généralement 2, 3 jours avant le combat. Mais ouais, je suis intrigué. J'ai l'impression que voilà, tu gagnes pas grand-chose à dire ça. Ouais, effectivement. Et le troisième et dernier combat, du coup, Belal Mohamed contre Sean Brady. Mhm. Personnellement, je vais mettre Belal Mohamed. Et je vais mettre Belal Mohamed, allez, par soumission au troisième round. Ouais. Oh, 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 Allez, en waouh. mode shock the world. Moi, je suis sur Belal, mais à la décision ici. Je pense qu'il est capable de faire un remake de ce qu'il a fait contre Lima, en mixant avec ce qu'il était capable de faire contre Demian Maia. Donc, voilà, le mix des deux, c'est défendre les amener au sol de Brady, du coup, comme il l'a fait contre Maya, et mettre un peu plus de volume que ce qu'il a mis contre Maya, parce que contre Maya, je pense que le nombre de touches, c'est 12, 24, 22 sur les 3 rounds, alors que contre Lima, on est plus sur du 35 par round, et il avait mis beaucoup plus de volume. Donc, un mix de ces deux performances, je pense qu'il en est capable. Et donc, ouais, j'ai beaucoup d'espoir sur Brady. Je pense que c'est un futur gros nom de la division. Mais là, voilà, enfin, ouais, Bellal a un style qui est vraiment chiant pour Brady et l'expérience qui va avec, l'intellect qui va avec. Je pense que voilà, Bellal a la décision. Et ben voilà, let's go les gars. Bah écoutez, s'il y en a qui sont encore là, bah, mettez vos pronostics et dites-nous ce que vous en pensez. Et puis bah, pour Volcan, pour moi, c'est évidemment, je suis absolument pas objectif, mais je veux Volcan, donc je mets Volcan.
Et d'autant plus que, objectivement, il peut gagner largement. Mhm. Il a ce qu'il faut. Et je vais mettre Volkan. Je vais mettre Volkan par décision, mais décision claire et autoritaire. Ah, ok, moi je vais faire plaisir à notre ami Rust. Je vais mettre Volcan par KO Ah, au premier round. oh là, ah, ce serait tellement beau. No time, baby. Franchement, si on y retourne, honnêtement, ce serait magnifique. Surtout sur cette carte, surtout maintenant. Ah non, ce serait parfait. Eh ben, Chris, merci pour tout. Alors là, on s'est fait plaisir. Et puis, à la prochaine. Je ne sais pas trop quand est-ce que ce sera, mais merci encore pour toutes tes analyses et pour ce moment Jack Slack à la française. Mais je devrais même pas dire ça parce que c'est pas qu'on s'inspire de Jack Slack, c'est simplement qu'on l'adore l'écouter. Mais voilà, en tout cas, un niveau d'analyse de ce niveau, en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Je Et crois puis, qu'on a fait toutes nos vidéos avant tous les gros analystes. Ouais, ouais, parce oui, qu'il n'y a encore probablement. rien qui est sorti. Hein. Dan Hardy, il a encore rien sorti. Si je me trompe pas, Jack Ouais. Slack non plus. On C'est est vrai que là, la date deux à semaines à laquelle on l'avance là. Donc, l'enregistre, ouais, voilà. Non, là, on est bien. Mais non, c'est pour ça. De toute façon, c'est ça qui est bien, c'est que il n'y a même pas de compétition parce que c'est tellement un kiff de les mhm. écouter tous. Et alors là, que ce soit toi ou moi, je sais qu'on n'a aucun problème à envoyer voir les Dan Hardy et les Jack Slack parce que qu'est-ce que c'est kiffant. Donc voilà, pour tous ceux qui sont fans de MMA, il y a de quoi faire et il y a de Ouh. quoi faire si vous voulez progresser techniquement, que ce soit dans le monde francophone ou anglophone. Chris, merci beaucoup. J'allais oublier le shout-out à My Sweet Protein, mais je n'en ai pas là. Donc Tu les as voilà. tous mangés tellement c'est bon. Je vais aller déglinguer une petite gaufrette là, avant d'aller faire Ah un bah petit peu de voilà. sport. Voilà. Et puis voilà. Chris, merci. À la prochaine. And see you around.